Bonjour, je m'appelle Priscilla, deuxième vidéo de la chaîne Vivre ensemble. Donc, je suis une mère de 5 enfants et j'ai vécu en communauté intentionnelle 5 mois l'année dernière. J'ai quitté à cause que la communauté était devenue dysfonctionnelle et il y avait des comportements très toxiques et souffrants dans la communauté. Et je reviens pour m'impliquer dans la construction d'un vivre ensemble plus sain et durable dans la communauté. Alors, je vous partage ma réflexion aujourd'hui sur lorsque la CNV devient violente. Qu'est-ce que la CNV? C'est la communication non violente, un outil de communication, de travail personnel qui a été créé par Marshall Rosenberg. Donc, ceux qui sont pas connaisseurs de la CNV, c'est facile de trouver plein d'infos sur Google en tapant CNV, Marshall Rosenberg. Donc, moi, mon parcours de CNV, je n'ai pas une formation complète du tout de CNV. Je ne suis pas une experte du tout. J'ai trouvé ça très intéressant. La première fois que j'ai entendu parler de ça, ça fait environ 15 ans, quand mes parents ont fait la formation complète. Ils se sont mis à me parler de ça. Je me suis mis à découvrir les vidéos d'Isa Padovani, qui commençait à faire des vidéos dans ces années-là et qui parlait beaucoup de CNV. J'ai fait deux fois une fin de semaine de formation de base, l'introduction à la CNV. Et c'est tout. Donc, je n'ai pas poussé ma formation. Je me suis retrouvée dans un contexte de communauté où la CNV était mise de l'avant et j'ai vécu de grands inconforts par moments sur la manière dont c'était utilisé. Donc, c'est ça que je veux parler aujourd'hui pour amener une réflexion puis faire attention que c'est pas parce qu'il y a un outil qui est bien vu et qui est censé être bon pour le travail personnel que ça ne peut pas être mal utilisé et devenir violent. Je pense que, je veux juste clarifier mon intention, que je pense que c'est super bon qu'un groupe se forme en CNV, c'est-à-dire que dans le but d'avoir un vocabulaire commun de base, c'est vraiment une approche que je respecte beaucoup. Cet outil-là, moi, ça l'a vraiment nourri mon cheminement dans la communication, mon lien avec mes besoins, mes émotions, comment communiquer. C'est très, très, très pertinent et nourrissant. Mais attention, OK? Donc, moi, ce que j'ai vécu déjà, c'est qu'on peut te faire sentir inférieur ou immature si tu ne maîtrises pas la CNV, si tu ne l'utilises pas. OK? Donc, moi, je me suis retrouvée dans un contexte où on m'a déjà dit que moi et d'autres personnes étaient trop immatures pour parler d'un certain sujet, un sujet qui était important pour la communauté, comme la mission, les orientations de base ou des choses comme ça. Donc, trop immature, parce qu'on n'était pas assez formé en CNV, puis il fallait faire des formations avant pour être assez mature, pour être capable de s'exprimer sur des sujets de fond, des sujets importants, fondamentaux. Oh là là! Donc d'abord, voir un outil comme étant l'outil exclusif qui peut permettre le travail sur soi, déjà, c'est dangereux. Donc, on est tous des adultes qui ont un parcours de vie. Puis moi, j'ai appris des choses, puis je me suis développée avec d'autres genres d'outils que la CNV aussi, qui m'ont permis de comprendre des choses, puis de grandir à l'intérieur, puis d'être une personne plus pacifique, mieux en lien avec les autres. Et c'était pas nécessairement la CNV. Parfois, ça a été la CNV, mais il y a aussi d'autres choses. Donc, quand il faut absolument passer par la CNV pour devenir une personne mature, moi, je trouve ça violent. Donc, c'est pas nécessairement toujours quelque chose qui est dit directement. Moi, l'immaturité, je me le suis fait dire directement, mais c'est pas toujours dit directement. Ça peut être juste un ressenti que tu as, que dans ce milieu-là, tu as l'impression que tu es moins bon, OK? Ou tu as l'impression que tu n'es pas bon pour t'exprimer, tu sais? Ou tu as l'impression que tu as moins compris, que le regard des autres sur toi quand tu t'exprimes, c'est qu'eux, ils ont compris des choses avec toute leur formation, puis que toi, manifestement, il y a des choses vraiment importantes que tu n'as pas compris. OK?
Donc, ça, c'est de la violence. C'est pas de l'amour. OK? Ensuite, ben, quand tu te fais pas considérer, quand ce que tu dis n'est pas considéré parce que c'est pas dit en CNV. Oh là 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 là. Donc, donc, on est juste pris au sérieux quand que c'est dit en CNV. OK? Dit. Ouais, c'est ça. Donc, par exemple, je parle, donc c'est quelque chose qui m'est arrivé. Je raconte une anecdote qui m'est arrivée dans le dernier mois. OK? Puis je le dis assez spontanément, comment que ça sort, comment que je l'ai senti. Et je me fais couper la parole par quelqu'un qui est maître en CNV et qui me dit « Tu fais un jugement, là. » Oh, moi, ça me déstabilise. Puis je dis c'est vrai, probablement qu'il y a un jugement, parce que dans la CNV, on apprend à identifier c'est quoi un jugement, puis on essaie de ne pas inclure de jugement quand on parle à quelqu'un, parce que évidemment, nos jugements ne sont pas nécessairement vrais. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Sauf que moi, dans mon expression spontanée, c'était quelque chose d'important, de vulnérable qui était en moi, je l'ai sorti comme ça. Et je me suis fait couper pour me faire reprendre, comme si j'étais en pratique de CNV. Mais je n'étais pas en pratique de CNV, c'était un contexte de réunion. Et la personne a dit, tu fais un jugement, là. Et, oh, là, j'ai dit oui. Sûrement que c'est vrai que je fais un jugement dans la manière que je l'ai dit là, mais c'est pas grave, j'avais besoin de vous dire ça. Et là, la personne reprend, OK, mais c'est un jugement. Et point, et maintenant, on a changé de sujet. Donc, moi, ce que j'avais à dire, c'était quand même important pour moi. Je me vulnérabilisais à dire quelque chose qui, émotivement, m'avait blessée. Puis, c'est quelque chose que j'avais beaucoup d'incompréhension. Puis là, je le mettais sur la table. Et finalement, tout ce que je vivais, puis ce que j'avais à dire, le message derrière a été non écouté, invalidé, parce que ça n'avait pas... comme si j'avais raté mon examen de CNV, je ne l'avais pas bien dit. OK? Donc ça, moi, j'ai vécu ça vraiment comme de la violence. Un autre exemple, quelqu'un qui fait une demande officielle par écrit, OK, dans une lettre, puis que le retour, on ne parle pas du tout du sujet de la demande, OK, on ne répond pas à la demande, on fait juste dire, nous, nos valeurs sont la CNV et nous répondrons à une demande qui est faite en CNV. Donc, encore une fois, on invalide ce que la personne essaie d'exprimer avec authenticité, en se vulnérabilisant, en utilisant l'outil, l'excuse de la CNV. C'est une manière aussi de ne pas parler du sujet de fond, le message qui est en dessous, OK? Qui peut être très bien clairement aussi exprimé, même si ça n'a pas été fait en CNV. Donc là, à ce moment-là, ça devient un outil de contrôle, c'est-à-dire non, je n'ai pas envie que ce sujet-là soit mis de l'avant, donc parce que ce n'est pas fait en CNV, on va comme le pousser. Bon, c'est ça. Quand quelqu'un dans un cercle restaurateur, par exemple, un cercle restaurateur, c'est un outil de gestion de conflits. C'est un cercle sécuritaire où est-ce que les gens doivent ritualiser, où est-ce que les gens peuvent s'exprimer. Donc, quand quelqu'un s'exprime parce qu'il vit une grande détresse, OK, dans un conflit, puis là, effectivement, ça déborde. La personne, elle pleure, la personne, elle peut parler fort, puis elle sort là, ce qu'il y a sur son cœur. Tu sais, là, c'est son moment, puis il y a comme un gros déversement émotif. OK? La personne, elle se met à nu, puis elle se fragilise énormément en montrant ses émotions-là. Et que, finalement, encore une fois, les personnes qui utilisent la CNV vont regarder, vont poser un regard sur cette personne-là très, très neutre, et qu'on sent dans le sous-texte qu'il y a un jugement sur la victimisation, puis la non-prise de responsabilité des émotions. Et donc, encore une fois, toute l'expression de la personne, OK, vulnérable, ne sera pas du tout écoutée avec empathie, mais plutôt refusée, OK, parce que ça n'a pas été dit avec maturité.
Donc, ça m'amène au point que il y a une notion de base que moi, ça m'a fait énormément cheminer dans la vie. C'est vrai. La notion de chacun est responsable de ses émotions et je ne suis pas responsable de l'émotion des autres. C'est vrai, moi, ça m'a nourri, ça m'a aidé à être moins victime puis à prendre responsabilité de ce qui m'arrive. 100% vrai. Sauf que quand cette phrase-là sert à mettre un bouclier de protection pour ne pas rentrer dans notre propre vulnérabilité quand on voit la vulnérabilité émotive d'un autre, ben là, ça peut être très, très dangereux d'utiliser ça comme de la manipulation et surtout de devenir insensible. OK? Parce que dans une relation, il faut apprendre, pour qu'une relation authentique existe, il faut apprendre à se vulnérabiliser. OK? Et si nous, on n'accepte pas d'être vulnérable, ben là, on peut mettre un bouclier, puis la relation, elle est impossible. OK? Donc, quelqu'un peut exprimer émotivement quelque chose et une autre personne peut utiliser ce concept-là de dire, ben, chacun est responsable de ses émotions. Donc, moi, je n'embarque pas là-dedans et je prends aucune responsabilité. OK? Donc là, oh là, c'est très, 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 très insensible. Donc, la personne qui vit une détresse puis qui essaie de la partager, qui essaie peut-être maladroitement de faire comprendre sa situation aux autres, okay, se retrouve complètement isolé, tout seul avec sa détresse. Et il n'y a aucune prise de responsabilité par rapport à la situation de personne. Donc, la personne, elle ne peut pas sentir qu'elle va avoir de l'aide ou que quelqu'un va réagir finalement pour la sortir pour l'aider à se sortir de là. Donc, ça ne veut pas dire de prendre toute la responsabilité. Comme je vous dis, je suis d'accord avec cette phrase-là. Tu es responsable de tes émotions, tu es le premier responsable. Puis, les gens n'ont pas à prendre toute la charge puis à se sentir coupable de ce que toi tu vis. Sauf que il faut pas rentrer du bord où est-ce que mes paroles, j'oublie que mes paroles et mes actions ont un impact sur les besoins des autres. OK, ça se peut que dans la situation, moi j'ai dit des paroles et que j'ai fait des actes qui ont blessé quelqu'un. Puis peut-être que la mesure de que la personne a été blessée, c'est pas sous mon contrôle, puis ça ne me concerne pas, parce que quelqu'un d'autre aurait pu ne pas être déclenché du tout parce que j'ai fait. Mais là, cette personne-là, elle a été très, très déclenchée. Puis c'est vrai que c'est ses raisons qui appartiennent à elle, puis elle a un cheminement à faire. Sauf que moi, je suis inclus dans la situation. Et j'ai quand même une prise de conscience à faire sur l'impact de mes actions et de mes gestes. Et il y a une question à se poser. Est-ce que, surtout quand on est un groupe, okay, qui voulons être en communauté, c'est est-ce que le groupe collectif a une prise de responsabilité sur le mieux-être de ces individus? OK? Ou bien, non, ça concerne, c'est juste, chacun a sa petite gestion des émotions, puis moi, pour me protéger, ben, je ne vais pas remettre en question comment ça fonctionne, OK? Parce que ça ne me concerne pas. Je ne suis pas responsable de l'émotion des autres. Mais peut-être que le groupe a besoin de vivre des changements à la lumière des émotions qui sont suscitées par les autres. Donc, j'espère que je suis claire dans ce que je dis, mais c'est ça. Chacun est responsable de ses émotions. C'est une phrase qui peut être utilisée comme un bouclier et c'est dangereux de devenir insensible et même quelqu'un qui contrôle et qui manipule à travers cette manière de penser-là. Je pense que c'est possible de nourrir cette pensée-là, de l'utiliser, tout en étant dans l'intention d'avoir quand même beaucoup d'empathie envers ce que vivent les autres et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe pour l'autre et qu'est-ce que je peux faire, c'est quoi la part, même si c'est une petite part, que je peux prendre comme responsabilité, OK, que ce soit individuel ou collectivement, pour que cette personne-là retrouve sa sécurité dans le groupe.
OK? Peut-être que c'est possible, peut-être que c'est pas possible, mais de travailler pour prendre une certaine responsabilité sur le bien-être des autres. C'est ce qui fait qu'on va se sentir en entraide. Finalement, Isa Padovani, après que j'ai vécu différentes anecdotes de ce genre, je suis tombée sur une de ses vidéos plus récente qui parle exactement de ça. Je vais essayer de vous la retrouver puis de la mettre en lien commentaire parce que, oh my God, ça m'a permis de comprendre ce que j'avais vécu moi. Elle explique que finalement, c'est pas censé être une manière de parler la CNV, que c'est vraiment un travail personnel intérieur. OK? Donc, toute l'observation, besoin, demande, c'est quelque chose que tu fais pour toi, en silence, OK? Que tu apprends à faire, à distinguer. OK? Qu'est-ce qui se passe en toi? C'est quoi mon besoin? Quelle demande je peux faire? Donc ça se passe en silence. Mais qu'après ça, une fois que tu es apaisé, ben, tu es disponible, tu es prêt à mieux communiquer à l'autre. OK? Qu'est-ce que tu vis? Mais de la manière que tu le communiques, tu peux le faire de la manière que tu veux. OK? C'est-à-dire que tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir la liste qui est indiquée par la CNV. Donc, il y a l'entraînement au niveau de ta vie intérieure, d'être capable de faire le ménage dans ce qui se passe en toi. Mais après ça, comment tu l'exprimes aux autres, une fois que tu es en paix à l'intérieur puis que c'est clarifié, il y a beaucoup de chances que ça sorte mieux. Donc, ça, c'est un apprentissage que l'individu peut avoir envie de faire, puis la CNV donne du vocabulaire, des méthodes pour savoir comment faire le ménage sur ce qui se passe en toi. Mais après ça, tu n'as pas nécessairement à changer ta manière de parler. Okay? C'est juste ton être intérieur va avoir changé. Tu vas juste être plus calme, plus en paix, avoir un bon discernement sur ce qui se passe vraiment, ce qui est vrai en toi. Puis là, tu vas être plus disponible maintenant pour communiquer. Donc, c'est vraiment positif. Mais ce n'est pas nécessairement une manière de parler, okay? Parce que ça peut mener à, quand on ne le maîtrise pas, à se sentir effectivement handicapé au niveau de notre expression. OK? Alors qu'il peut y avoir toutes sortes de manières de s'exprimer qui peuvent être très valables aussi. OK? Et je rappelle que selon moi, l'intensité n'est pas quelque chose de négatif ni de dangereux. Il faut apprendre à apprivoiser l'intensité dans la relation, dans la communication. OK? Ce que je voulais dire aussi, c'est que je voulais comparer aussi l'expérience de quand on est avec beaucoup de personnes qui maîtrisent la CNV, on peut se sentir comme quand on est en voyage puis qu'on est la seule personne qui ne parle pas la langue ou qui ne maîtrise pas la langue. Bien, forcément, dans une réunion, si je suis avec juste des anglophones puis que moi, je bafouille l'anglais puis que je ne suis pas fière de mon accent, bien, je ne prendrai pas souvent la parole puis je vais avoir l'impression que ce que je veux dire, c'est le message ne se rend pas super bien parce que je n'arrive pas à le dire d'une manière habile, ce que je veux dire dans toutes les nuances et tout ça. Bien, c'est ça. On peut vivre ça aussi avec la CNV quand ça devient une manière de parler. Puis c'est normal quand on vit une formation puis un entraînement, c'est-à-dire que la personne volontairement veut travailler là-dessus. Fait qu'elle va se vulnérabiliser puis elle va faire ses gammes de CNV pour mieux comprendre puis qu'elle devienne de plus en plus habile. Mais quand c'est dans un contexte de milieu de vie normal, ça peut devenir très handicapant pour quelqu'un de devoir changer sa manière, changer son vocabulaire, changer sa manière de s'exprimer. Puis je pense qu'il faut avoir beaucoup plus d'empathie, de souplesse puis d'ouverture par rapport à ça pour que personne ne se sente dans une situation de contrôle, de violence, puis que tout le monde se sent aimé puis inclus dans le groupe. Donc voilà, j'espère que ça va nourrir vos réflexions. Si vous avez vécu des expériences similaires, je vous invite à le partager en commentaire parce que ça amène, je pense, ça peut nourrir la réflexion, amener des nuances sur comment utiliser les outils de travail personnel de manière plus saine dans les groupes.